Après tous les aspects fondamentaux, épidémiologiques et cliniques d'Ebola que nous venons de voir, on va maintenant entrer dans des aspects plus opérationnels et de la prise en charge d'Ebola. Et on va donc commencer avec le professeur Jean-Luc Gallat, qui est professeur à l'UCL et médecin colonel à la Défense, et qui a été le chef de mission du BIFAST en Guinée, qui va nous faire part donc de son expérience, qui a contribué donc au changement de dogme analytique, thérapeutique dans la maladie d'Ebola. Voilà, professeur Gallat. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs de m'avoir donné l'occasion de faire ce premier retour d'expérience sur la toute première mission BeLive BIFAS, donc le premier déploiement belge d'un laboratoire en Guinée, et de voir un petit peu l'impact que ce laboratoire peut avoir sur le management de la maladie Ebola en coopération bien sûr avec les autres laboratoires. Alors, en fait, si la Belgique se retrouve associée au combat international en Afrique de l'Ouest, c'est dû à une mobilisation avant tout, une mobilisation internationale massive dans ce territoire de l'Afrique et comme l'a souligné le professeur Piot, bien sûr cette mobilisation a été tardive. Néanmoins, elle est là maintenant et je crois qu'à l'heure actuelle, on peut dire que tous les moyens, et même plus, sont présents là-bas pour contrer cette épidémie. Alors en fait, la Belgique est associée à la Guinée pour une raison qui est largement le hasard. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de contacts internationaux au niveau du gouvernement belge avec les instances internationales et avec les gouvernements de Guinée et le gouvernement français. Le gouvernement français a ensuite adressé une demande formelle d'assistance à la Belgique et nous avons donc à ce moment-là entamé des débats ou des négociations avec l'ONG Alima, qui est un peu la petite sœur de MSF et qui est active à Nzérékoré. Alors, en fait, ce projet de déploiement repose aussi sur un gros projet BeLive, qui est un projet qui est initialement soutenu financièrement par l'Agence spatiale européenne. Et ce projet BeLive associe plusieurs partenaires, dont l'Université de Louvain, plusieurs SME belges, au nord et au sud du pays, et le gouvernement luxembourgeois qui, pour la mission, a activé son service Emergency LU et la compagnie d'opérateurs satellites SES Telecom qui a mis des moyens considérables à disposition de l'équipe. Alors pour ce qui est du laboratoire et du staff, eh bien, il était fourni par l'UCL, la Défense, la Protection civile. Alors le team 1 et 2 qui ont été associés aux 2 premiers mois de mission étaient soutenus par le mécanisme BIFAS, alors que le team 3, qui vient d'arriver et qui a pris le relais maintenant, est soutenu directement par l'ONG Alima, avec l'aide financière de la coopération technique belge et de DG ECO. Donc on a donc entre les 2 missions, ou en cours de mission, un petit changement de disposition quant au mécanisme de coopération. Ceci n'empêche la mission de se poursuivre. Préliminaire, c'était un training du staff de laboratoire à l'Institut de microbiologie militaire à Munich. Je pense que quasiment toutes les équipes déployées au niveau des laboratoires en Afrique passent par cet institut de formation. Suivant cette formation et pendant même cette formation, le gouvernement belge, le 5 décembre, a décidé de l'activation BIFAST, confirmée par le Conseil des ministres, et donc nous nous sommes réunis, l'équipe entière, et nous avons été acheminés jusqu'en Guinée par les moyens de la logistique, de transport logistique militaire. Et nous nous sommes déployés à Nzérékoré. Alors Nzérékoré, c'est vraiment le coin reculé de la Guinée où pratiquement personne ne voulait aller. Et personne ne voulait y aller parce que, comme on l'a souligné très justement dans un des exposés initiaux, la Guinée, et la Guinée forestière surtout, est terriblement violente et l'accueil fait aux humanitaires peut être un accueil mortel. Donc, personne n'était très chaud, il faut bien le reconnaître, pour aller à Nzérékoré. Bon, les Belges, on leur a demandé d'y aller, les Belges sont flexibles, les Belges y sont allés. C'est aussi une région extrêmement stratégique, comme vous le voyez, à la frontière avec le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Sierra Leone n'est pas loin non plus. Et donc, comme les frontières sont poreuses, vous imaginez bien
que ce territoire stratégique il l'est réellement en termes de contrôle épidémique et de suivi des contacts. Alors, bon, ayant utilisé la logistique de transport, nous sommes arrivés sur le tout petit aéroport d'Enzérékoré, mais c'est quand même un aéroport qui nous a permis d'acheminer tout le matériel, donc ce qui était l'objectif primaire. Et nous nous sommes déployés en soutien d'un CTE, Centre de traitement Ebola, qui se trouve dans la périphérie d'Enzérékoré, dans la forêt primaire. Donc c'est vraiment un centre qui a été créé dans la forêt. On a nettoyé cette zone pour les besoins du centre, et vous voyez la dalle de béton qui est l'endroit, la dalle de béton qui montre l'endroit où le laboratoire actuellement se trouve, avec deux Algeco qui sont des petits containers air conditionnés. Alors voilà le plan du site du laboratoire. C'est un laboratoire qui est protégé par deux barrières, avec une entrée principale et un poste de décontamination pour le personnel. Alors l'entrée principale se trouve ici, et vous voyez la deuxième entrée qui permet de franchir la deuxième barrière et de suivre le parcours jusqu'à l'entrée de la tente, donc cette entrée est toujours la même, ou de se retrouver vers la clean zone et d'avoir accès soit au poste de commande satellitaire qui est dans un des Algeco, soit au deuxième Algeco que nous utilisions comme changing room ou pour mettre des stocks d'équipements. Alors là, vous avez une vue réelle du laboratoire avec la protection anti-soleil, la tente, l'entrée principale, le poste de décontamination et les fameuses tentes Ebola suspects, très suspects. On dit les Ebola mouillés parce qu'ils font de la température, mais ils vomissent énormément, ils ont énormément de diarrhée. Donc ça, c'est vraiment des cas extrêmement suspects, et les cas confirmés dans la tente du bout. Vous voyez que le laboratoire est vraiment à proximité immédiate de ces tentes Ebola, et vous devinez également la zone d'admission des nouveaux patients, là où les ambulances arrivent, qui est en fait une zone rouge également. Donc en fait, le laboratoire est directement adossé à deux zones rouges, ce qui a comme avantage de permettre de suivre les mouvements des patients et les admissions. Alors voilà une vue d'un peu plus près de ce laboratoire avec l'antenne Emergency Lu gonflable qui est mise sur le poste de commande satellitaire, et une vue des deux Algeco, donc de la clean zone entre les deux Algeco. Donc voilà, c'était un site qui était absolument bien aménagé. Vous remarquez également le Wi-Fi, parce que nous bénéficions, à l'inverse des médecins du CTE, d'un Wi-Fi de très bonne qualité, ce qui était une des caractéristiques du projet BeLive. Voilà l'intérieur d'un Algeco, en tout cas du poste de commande, où de là, nous commandions et nous envoyions les résultats, on va dire, vers le reste du monde, puisque c'était aussi bien le CDC que l'OMS, que les centres de traitement, que les organisations humanitaires sur le terrain, que le gouvernement belge ou le centre opérationnel militaire. Donc nous avions là une fenêtre vers le monde à partir de ce poste de commande. L'objectif du déploiement, il était bien entendu prioritairement d'apporter un diagnostic rapide, donc de confirmation de l'infection par virus Ebola, au profit du personnel médical du CTE face à toute nouvelle admission. Il y en avait un deuxième qui était également très important, c'était de confirmer que les morts communautaires, c'est-à-dire les personnes retrouvées mortes en ville ou dans la campagne, d'une cause inconnue, n'étaient pas mortes ou l'étaient d'Ebola. Ceci évidemment ayant un impact considérable sur la politique de traçage des contacts. Donc ça, c'était la mission première. La deuxième mission était de soutenir le CTE dans sa recherche clinique menée avec l'INSERM. On en a parlé, le favipiravir. Mon collègue qui a terminé la présentation de ce matin en a touché un mot. Donc l'efficacité du favipiravir ou Avigan, qui est un médicament anti-influenza. Donc ça, c'était le deuxième objectif majeur, puisque sans laboratoire, cette étude clinique était tout bonnement impossible au CTE. Il y avait alors deux autres objectifs moins essentiel, mais on en a également parlé, on en a souligné la valeur lors des exposés du matin, la validation de tests diagnostiques rapides, le test BioFire de bioMérieux, ou des investigations scientifiques complémentaires, soit liées au projet ESA lui-même,
liées à la transmission des images ou des databases ou du mapping épidémiologique ou des investigations biologiques complémentaires, et on a évoqué leur intérêt aussi dans les exposés du matin, le mode d'expression du virus dans les échantillons biologiques ou la cartographie de la contamination environnementale autour d'un patient. Donc voilà, ça c'était des objectifs secondaires. Quel type de patient? Rien d'étonnant, ça a aussi été évoqué ce matin, essentiellement des échantillons s'il s'agissait de morts communautaires, des échantillons sanguins venant du CTE pour les nouvelles admissions et les follow-up, ou des échantillons d'urine, de lait maternel s'il s'agissait de cas un peu plus particuliers ou de follow-up patients. Donc aussi cette cartographie de la contamination virale que nous avons entamée. Alors également, en faisant référence à un exposé du matin, nous avons été contactés par l'OMS pour aller prélever des chiens qui étaient morts dans un petit village reculé à 12 km du CTE. Et en fait, on vous l'a très bien expliqué ce matin, le chien n'est normalement pas un animal sensible, il n'y a pas d'évidence épidémiologique pour l'associer très directement à l'infection Ebola, mais il se fait que au moins 12 chiens étaient morts dans ce village et qu'on enregistrait pas mal de cas Ebola. Donc l'OMS nous avait contactés spécifiquement pour exclure la contamination Ebola des chiens morts. Alors nous en avons testé un, le voilà à l'image. Il était négatif, ça a rassuré tout le monde, l'OMS était contente, les villageois aussi. Il faut vous dire que les villageois mangent des chiens morts. Donc ceci explique le pourquoi de l'inquiétude de l'OMS. Donc voilà, c'était pour le petit détail. Donc là, la flexibilité de l'équipe belge a permis de lever la rumeur. C'est important parce que normalement, nous ne sommes pas censés prélever des échantillons. C'est la Croix-Rouge guinéenne qui doit le faire. Mais la Croix-Rouge guinéenne estimait que ce n'était pas dans son cahier des charges. Donc comme quoi, la flexibilité dans la gestion d'une épidémie, c'est aussi très important. Alors les méthodes analytiques, rien d'extraordinaire, tout ce qu'on pourra en dire a été dit et bien dit ce matin. Juste souligner le fait que nous travaillons bien évidemment surtout sur des échantillons inactivés, très important pour la biosafety et la protection des équipes, sauf pour le suivi des paramètres biochimiques dans le cadre de l'étude Favipiravir qui nous imposait de travailler sur des échantillons héparinés non inactivés, d'où un risque supplémentaire pour l'équipe, d'où des précautions additionnelles prises pour éviter de se contaminer, et nous faisions évidemment le test malaria comme aussi commenté ce matin. Alors le Favipiravir a évidemment été un des gros sujets d'études au cours de notre séjour, et d'ailleurs l'étude se poursuit maintenant, il y a à peu près 100 patients inclus. On vous en a dit l'importance, c'est un médicament qui est déjà commercial, qui est utilisé dans l'influenza, surtout au Japon, et qui a une grosse efficacité dans ce type d'application. Maintenant, il y a des évidences expérimentales pour montrer qu'il pouvait avoir une efficacité contre l'Ebola, surtout modèle de souris immunodéprimée, et en fait, l'avantage de ce type de médicament, ce n'est pas l'avantage unique réservé au Favipiravir, c'est aussi le même avantage pour d'autres médicaments, c'est que ce type de médicament est disponible à très grande échelle, à un très faible coût, et jusqu'à présent, les études n'ont montré aucune toxicité, même chez les enfants. Or, à Nzérékoré, il se fait que nous avions énormément d'enfants admis au CTE. Alors, l'objectif de cette étude, c'était de réduire la mortalité de 30 à 15% dans certains groupes à risque et de montrer une accélération de la guérison. Alors, jusqu'à présent, comme on a souligné ce matin, 80 patients ont été inclus jusqu'à la fin du mois de janvier, on en est à 100 maintenant, des adultes, des enfants, et à peu près un tiers des patients étaient fournis par le centre d'Nzérékoré. À l'heure actuelle, ça monte à 50% des patients à peu près, puisqu'il y a une recrudescence de cas à Nzérékoré. Alors pour commenter les résultats, je cite simplement le communiqué de presse de l'INSERM du 5 février, qui commente prudemment, évidemment, les résultats en termes de très encourageants et qui confirme qu'il y a une réduction du nombre de décès chez les adultes et les adolescents et que la guérison est effectivement accélérée. Ceci, c'est vrai pour des groupes qui ne sont pas à grand risque. Comme souligné de nouveau ce matin, les résultats sont surtout marqués sur des patients qui arrivent tôt avec une charge virale modérée à faible. Si les gens arrivent très tardivement avec des charges virales énormes ou dans le groupe des enfants, il est bien évident qu'il n'y a pas de miracle. Ceci illustre un des cas que nous avons eu et qui a suscité énormément d'émotions dans le CTE, parce que vraiment l'équipe s'est battue, tant l'équipe du laboratoire que les médecins. C'est le cas d'un petit garçon de 6 ans
qui a présenté évidemment un tableau typique d'Ebola, à un stade extrêmement grave de la maladie, avec des vomissements énormes, terribles, des diarrhées profuses, des saignements, même si ce n'est pas habituel, on ne les compte que dans 20% des cas, comme dit ce matin, lui en avait, et avec des pics de température, des manifestations épileptiques, des comas hyperthermiques. Bref, ce petit enfant a failli mourir pratiquement 5 fois, et on ne lui donnait vraiment on n'avait pas beaucoup d'espoir. Vous voyez d'ailleurs que sa virémie, dans un premier temps, a augmenté de manière extrêmement importante après l'admission, comme classique chez les enfants, pour diminuer très lentement, mais finalement se négativer. Et cet enfant a été mis sous favipiravir pendant 15 jours, c'était une exception au protocole avec l'accord de l'INSERM, pour essayer de maximaliser les chances. Alors, pourquoi cet enfant a-t-il survécu? Ça a fait l'objet de longs débats, ce papier est soumis pour publication à l'heure actuelle. On pense réellement que c'est un effet d'un traitement, d'un monitoring biochimique intensif. On recevait parfois 2 ou 3 fois des échantillons sanguins pour ce patient, ce qui permettait de mettre en évidence des anomalies majeures en termes d'acidose, d'insuffisance rénale, et donc de permettre aux médecins de prendre les traitements appropriés le plus rapidement possible. Alors, tout ça, ça vous paraît évident dans un grand hôpital, tout ça n'est absolument pas évident sous tente. Et c'est de là qu'est venue l'idée avec l'équipe d'appeler ça une fin de dogme. À l'heure actuelle, au CTE de Nenzerikore, mais je sais que c'est vrai partout, quand on demande au personnel soignant de poser une voie centrale, pas une voie centrale, une voie veineuse, plus personne ne discute. Avant l'instauration des protocoles expérimentaux, tout le monde pesait le pour et le contre, puisque c'est évidemment extrêmement risqué pour le personnel soignant. Donc il y a là un changement de mentalité qui probablement va avoir aussi un impact extrêmement favorable sur l'évolution et le devenir des patients. Donc ça, c'était le point que je voulais mettre. Alors maintenant, je termine avec quelques images qui sont classiques, que vous avez déjà vues dans d'autres reportages ou dans d'autres exposés. Donc la réception de l'échantillon, on avait clairement établi une barrière entre le personnel de l'attente et le personnel qui fournissait les échantillons. Et donc ce type de disposition très simple nous a vraiment réconfortés en termes de biosécurité. Vous voyez quelques images de l'équipe, c'est un laboratoire sous tente avec air conditionné. Voilà les deux glove box, donc les boîtes à gants dans lesquelles on manipulait soit les échantillons pour les tests PCR, soit les échantillons pour les tests biochimiques. On séparait les deux, évidemment, puisque la biochimie est faite sur sang non inactivé. Et vous voyez ici les personnes à l'œuvre manipulant soit du sang, soit des écouvillons venant de déchets communautaires, et le petit appareil iStat que nous utilisions régulièrement donc, pour monitorer les paramètres biochimiques sanguins. Alors là, je pourrais continuer à l'infini, mais je vais conclure. Bien évidemment que la biosafety était pour nous quelque chose d'absolument capital, vous pouvez bien vous l'imaginer, et donc nous avions également pris en charge avec la protection civile, c'était vraiment le rôle de la protection civile, l'évacuation journalière des déchets, et ces déchets étaient brûlés au sein de l'incinérateur du CTE. Et donc vous voyez ici le parcours que nous faisions tous les jours, enfin là, ici c'était une démonstration, mais il est évident que c'était les personnes de la protection civile qui faisaient ça tous les jours, et donc nous avions une coopération maximale au niveau du CTE pour acheminer ces échantillons sur une glissière et les faire arriver directement au niveau de l'incinérateur. Alors, y a-t-il eu des contaminations au CTE d'Nenzerikore? Depuis son ouverture le 2 décembre, aucune. Je pense que le professeur Piot avait très justement mentionné que le personnel soignant est la première victime dans les cas d'Ebola, c'est absolument une certitude, et donc nous étions très attentifs à éviter ce cas de figure ici. Ce centre fonctionne vraiment très bien, il n'y a eu aucun cas chez le personnel, les hygiénistes ou le personnel employé au niveau du centre, mais nous avons eu des alertes. Notre propre chauffeur, qui nous amenait tous les matins, un jour s'est retrouvé avec 38 degrés, objectivé par thermoflash à l'entrée du CTE. Et donc, je peux vous dire que ce jour-là, plus personne ne parlait dans l'équipe belge. Tout le monde se regardait. On a fait ces tests extrêmement rapidement et on a attendu, avec l'anxiété, pendant 3 jours, de pouvoir apporter la confirmation. Heureusement, très vite, on savait qu'il était malaria positif. Et après 4 jours, la négativité s'est confirmée. Le patient a pu redevenir notre chauffeur. N'empêche que je peux vous assurer que ça crée effectivement une certaine angoisse. Moi, j'étais juste assis à côté de lui tous les jours
et je n'en menais pas l'arche, je peux vous l'assurer. Et nous avons eu aussi 2 inquiétudes avec du personnel français, une infirmière, un médecin, qui, heureusement, comme vous le voyez, pour l'une avait présenté des symptômes typiques, et on était absolument inquiets, et tout le monde dans le staff français était terriblement angoissé pour cette jeune infirmière, et puis finalement, c'était une gastroentérite, diagnostic le plus probable, évidemment, là-bas, et elle est toujours à l'œuvre, à l'heure actuelle, au CTE. Par contre, pour le médecin français, elle a été rapatriée vers la France, même s'il s'est avéré que c'était une infection pulmonaire. Alors, un des objectifs du laboratoire, c'était aussi d'essayer d'entraîner des biologistes locaux. Et ça, dans le but non seulement d'assurer la prolongation de la mission sur du personnel propre guinéen, mais aussi de contribuer à la formation de ce personnel et de donner à la Guinée du personnel ayant de l'expertise, puisqu'on ne l'a peut-être pas souligné encore ce matin, mais ce genre de pays est absolument dépourvu en ressources et a du personnel, très peu de personnel ayant cette expertise, et le peu qui en avait est mort ou décédé en s'occupant de l'épidémie. Donc nous avons formé ce biologiste guinéen qui s'appelle Kekoura, très sympa, qui a 60 ans, et nous l'avons fait passer à tous les postes de travail que vous voyez ici, y compris réception des échantillons. Il est toujours en poste maintenant et il donne absolument satisfaction. Alors, fort de cela, nous avons eu entre 35 et 40 candidatures spontanées de biologistes, point d'interrogation, parce que leur CV, ce n'est pas toujours très très clair pourquoi ils se considèrent comme biologistes, mais enfin, ils étaient très convaincants. Et donc, pour ne pas les décevoir, et ne pouvant pas former 35 biologistes sous tente dans un délai de 2 ou 3 semaines, nous avons organisé une session d'examen. Et alors, c'était extrêmement comique parce que si tant est que les étudiants belges sont capables de tricher, je peux vous assurer que les Guinéens aussi, puisqu'on retrouvait exactement les mêmes erreurs dans la chaîne d'ADN ou dans les protocoles PCR. C'était vraiment du mimétisme pour les Guinéens assis à la même table. Donc c'était comique. Mais donc voilà, ceci c'est fait, a été bien fait, et j'en profite, je pense que je suis également dans les temps, monsieur le chairman, à peu près, oui, pour remercier évidemment tous ceux qui ont pu contribuer à cette mission, l'équipe support du CTMA ici à Bruxelles et évidemment la défense et la protection civile qui n'ont pas ménagé leur effort et qui continuent à le faire pour permettre à cette mission de se prolonger. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.